Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence ce matin. C'est un moment très très important pour des milliers de gens qui attendent justice au Katanga. Il y a plusieurs mois, j'ai été contacté par des membres de la communauté katangaise qui ont demandé à me rencontrer. Et les conditions de ce contact étaient compliquées, donc nous avons organisé un rendez-vous clandestin dans un pays d'Afrique, dans des chambres d'hôtel avec des prête-noms, pour être sûr que personne ne puisse percevoir ce qui se passait. Et mes amis, parce qu'ils sont devenus amis, m'ont raconté l'immense souffrance de la population katangaise, immense souffrance dans une province dont la ville, Lubumbashi, aurait dû avoir aujourd'hui la même qualité urbanistique que Dubaï, Doha ou Abu Dhabi, tellement cette région est riche et porteuse d'avenir et susceptible de produire beaucoup de choses pour les hommes et les femmes qui y vivent. Et ayant écouté tout ce récit, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un plafond de verre, que, bien entendu, ces personnes n'étaient pas entendues. Donc nous avons entamé ensemble, avec Jean-Pierre, mais aussi de nombreuses autres personnes qui sont avec nous et qui pourraient, en temps normal, être présentes ici, mais qui sont vraiment en danger. Nous avons décidé de collationner tous les éléments d'information dont nous disposions pour voir comment donner plus de force encore à ce travail qui était là. Il faut savoir que ces ONG, ces groupes, ces associations, ces travailleurs ont manifesté, ont fait des réclamations, ont fait des séminaires, ont fait des démarches auprès des ambassades, ça ne bougeait pas. Il s'avère que, en examinant le dossier, je me suis rendu compte qu'en réalité, plusieurs personnes qui participaient à la prédation sont de la nationalité de mon propre pays, la Belgique. Et cette question n'est pas banale parce que un Belge qui circule dans le monde ne peut pas participer ni activement ni passivement, par exemple, à un acte de corruption, et il peut être poursuivi sur le territoire belge, au même titre qu'il ne peut pas participer à des détournements. Et donc nous nous sommes rendus compte que dans un dossier qui a une ampleur sans commune mesure avec tout ce que j'ai vécu, Dieu sait si j'ai vécu déjà beaucoup de choses, et certainement que j'ai croisé des dossiers d'une tragique au niveau de l'être humain, de ce qu'il vit, de ce qu'il a souffert. Ici, on voit une prédation organisée avec l'utilisation de l'appareil d'État, des gens qui vont faire belle-belle à Washington et qui utilisent les pires marchands chinois et libanais dans la région de Kolwezi, et tout ça en catimini, pour procéder à des opérations de prédation. Et Jean-Pierre Mouteba, qui est ici, vous l'expliquera. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois pour collecter ces informations et rédiger le texte d'une plainte. Cette plainte a été déposée ce matin entre les mains de Madame Franzen. Pour parler clair, c'est une dénonciation de fait. Et
c'est important que ces faits soient dénoncés au parquet fédéral. Ces personnes qui sont visées par cette dénonciation bénéficient bien entendu de la présomption d'innocence, mais en même temps, elles doivent rendre des comptes. Et nous espérons qu'un travail d'enquête va être mené. Ce que nous avons proposé aussi au parquet fédéral, dans la lettre, c'est une liste confidentielle de témoins et de personnes qui sont au cœur de la Gécamine, au cœur des acteurs miniers du Haut-Lualaba, qui sont au cœur de certaines opérations, qui sont dégoûtés et qui sont prêtes à venir expliquer ce qui se passe et coopérer à la manifestation de la vérité. Derrière ça, vous pouvez vous poser la question de la motivation de ce qui se passe. Je vous avoue que le débat, c'est de savoir qui demain va gouverner le Congo, qui va rester au pouvoir, ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse et qui est pour moi la question majeure, c'est les hommes et les femmes humbles, modestes, dans les villages, dans les mines, les orpailleurs, les artisans, les travailleurs du quotidien, qui sont méprisés aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes ont le droit à une vie meilleure. Il n'y a aucune raison de les maintenir dans cette situation. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on le sache bien, on ne l'arrêtera pas. Aucune menace ne nous arrêtera. Nous savons ce qui est en jeu derrière ce dossier. Nous savons les moyens financiers dont certains disposent. Nous n'avons pas ces moyens financiers. Je suis retraité, j'ai mon épargne de mon travail d'avocat. Je n'ai jamais cherché l'argent, je ne le chercherai jamais. Je ne suis pas addict ni à la cocaïne, ni à l'argent. Et donc, je suis là parce que je me sens très proche des citoyens du Katanga en souffrance. Eux ont droit aujourd'hui à la justice. Rien ne doit être lâché pour leur permettre de retrouver une traversée de la vie où ils vivent convenablement, comme papa, comme maman, avec leurs enfants, où ils ont un programme d'éducation, où on veille à leur santé, on donne du sens à leur habitat. Ça, c'est ce qui motive la dénonciation. Et nous ne lâcherons jamais. Je cède la parole à Jean-Pierre, qui vient pour tout le groupe vous parler. Merci beaucoup, Maître Bernard. Jean-Pierre Mouteba, je suis de la société civile de la RDC, parce que j'étais il y a peu coordonnateur adjoint chargé des provinces au niveau du cadre des concertations nationales. Et donc, si nous venons saisir aujourd'hui la justice belge, c'est parce que dans notre pays, plusieurs ONG, plusieurs plateformes, syndicats et autres ont publié plusieurs rapports de dénonciation des faits qui se déroulent dans notre pays. À Kinshasa, vous avez entendu ODEP avec le professeur Florimond Mouteba. Vous avez entendu Crève-Tel. Donc il y a des grandes ONG, des ONG qui publient régulièrement, qui dénoncent le train de vie de l'État, par exemple, par rapport à la vie du citoyen congolais dont les 3/4 vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Mais vous avez des députés qui ont 21 000 $, si pas 3 fois plus. Vous avez des ministres qui ont 75, 100 000 $. Vous avez des présidents des Sénats à 300 000, 500 000 le Premier ministre. C'est des montants faramineux dans d'autres pays où nous connaissons les salaires de ceux qui gèrent le pays.
Mais dans un pays aussi pauvre que la RDC, il y a des gens qui vivent, je dirais, au paradis et d'autres plus nombreux qui vivent en enfer. C'est pour cette question que nous avons dit qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que les rapports qui sortent, ils les lisent, ils entendent parler, mais ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles vis-à-vis de la misère de la population. Ici, ça tombe bien aujourd'hui les 8, parce que 8 jours après 65 ans d'anniversaire d'un pays, moi j'ai 65 ans, le pays est dans une pauvreté inimaginable. Et cette pauvreté est due à la gestion, malheureusement, des politiciens qui préfèrent, n'est-ce pas, vivre comme des pachas, acheter des maisons en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, mais laisser la population dans la pauvreté, sans infrastructure, sans eau ni électricité. C'est ainsi que nous avons pensé qu'avant le 8 aujourd'hui, ça ne sera pas qu'après le 8. Dorénavant, il faut aussi que chez nous, au lieu de rester se plaindre, de publier les rapports que les gens classent, que nous puissions arriver de plus en plus à rester en justice. Et pas la justice de chez nous qui ne fonctionne pas, aller au-delà pour pouvoir obtenir que les gens puissent changer leur comportement, leur façon de gérer le pays, aujourd'hui et demain. Alors, je vais commencer d'abord par un certain nombre d'éléments. Le premier, ici, nous sommes en Belgique. La Belgique a géré le pays de 1906 à 1960. L'Union minière du Haut-Katanga a produit 4 900 000 tonnes de cuivre à 1200 la tonne, 1200 $. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la RDC a produit 33 millions de tonnes de cuivre. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux construits, il n'y a rien du tout. Je dis bien 65 ans après l'indépendance, 33 millions de tonnes de cuivre. Et aujourd'hui, la tonne est à 9 700, s'il vous plaît. Et donc, on a compris que pendant une certaine période, malgré cette production-là, mais il n'y a rien qui a été fait. Donc, tout va à Kinshasa. Je ne parle pas seulement du Katanga. Toutes les autres provinces qui produisent, tout va à Kinshasa et Kinshasa en fait ce qu'il veut. Comme disait il y a peu le ministre Nicolas Kazadi, s'il y a l'argent, d'abord c'est partageons-nous. Nous réfléchirons après. Et après, c'est vrai qu'ils se partagent. Après, ils réfléchissent. C'est plus arrêter éventuellement ceux qui dénoncent ce qu'ils font. Regardez dans quel pays nous vivons. C'est comme ça, vous avez vu beaucoup de gens qui ont dénoncé, beaucoup de gens commencent à parler. Nous avons pensé qu'il fallait saisir ici en Europe, parce que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ils sont des nationalités belges. Il n'y a pas que la famille, mais il y a aussi tous ce que nous appelons la diaspora, qui est arrivée autour du chef de l'État et qui font des choses pires que ce que vous entendez. Chaque jour, c'est soit 600 millions, tel projet 400 millions, tel projet 20 millions. Donc tous ces millions-là disparaissent et viennent malheureusement ici en Belgique et en d'autres pays. Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, ils n'ont pas la nationalité belge. Parce que plutôt la nationalité congolaise, parce qu'elle est une et exclusive. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la nationalité congolaise, vous l'avez perdue parce que vous avez choisi notre nationalité, vous n'êtes plus congolais. Vous êtes belge, vous êtes, je ne sais pas, allemand, vous êtes suisse. Et ce sont ces Allemands-là, ces Européens qui viennent chez nous, qui gèrent, qui pillent nos pays. C'est pour ça que nous sommes venus, pour pouvoir vous en parler ici à la justice des pays dont sont originaires ces gens, parce qu'ils sont aujourd'hui belges, allemands et autres. Alors, les choses dont nous allons parler sont des choses très graves. Donc, j'ai dit qu'ici, il y a beaucoup d'organisations, dont je ne suis que le représentant, qui ont voulu que nous puissions faire, et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de suivre de partout où ils sont. Et donc, on a chez nous maintenant installé une jungle terrible. Dans le secteur des mines, depuis 2002, on a adopté un code minier. Le code minier de 2002, qui a été pratiquement la Banque mondiale, FMI et autres, qui ont été à la base de ce code minier, qui a remplacé la loi minière de 1981, a permis à ce qu'on ouvre le secteur. Mais quand on a ouvert le secteur, au lieu que ceux qui viennent, investisseurs entre guillemets, aillent dans les sites vierges, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont préféré aller dans les sites appartenant à la GECAMIN, à Sodimico, donc aux entreprises qui existent. Ils vont là-bas, on crée un partenariat sur 2-3 gisements de cuivre. Vous dites, je vais amener 80 milliards de dollars ou 30 milliards pour développer ces gisements-là.
Moi, j'amène mon gisement, donc la Gécamine, mais vous allez vous rendre compte que vous avez 80%, moi j'ai 20%. Les 20 milliards que vous avez dit amener, vous ne les amenez pas. Au contraire, vous prenez les titres de l'Egecamine, vous allez avec en banque pour prendre l'argent. Donc vous n'avez vous-même apporté rien du tout, si ce n'est la confiance de la banque. Et ici, vous le savez très bien, il y a, je crois, le droit au WADA qui dit que l'apport peut être en nature ou en numéraire. Quand moi j'apporte en nature, c'est aussi une part. Mais la Gécamine apporte un gisement de 16 millions de tonnes cuivre, le gisement d'ici commune, 1 600 000 tonnes de cobalt, mais la Gécamine a 32%, les Chinois ont 68%. Et on nous dit non, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les infrastructures, on va faire ceci, on liste ces infrastructures-là. Les Chinois produisent depuis 10 ans, il n'y a pas grand-chose. Rien que le quart de ce qui a été prévu. Et d'ailleurs, ce qui a été prévu n'a pas été réalisé, mais on a fait d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Mais les Chinois, eux, produisent déjà. Et maintenant, là, on vient revoir le contrat chinois, plutôt on dit, bon, on revoit quand même avec les Chinois, oui, d'accord. On dit non, on obtient 7 milliards au lieu de 3 qui étaient prévus pour les infrastructures, mais on laisse les Chinois dans une exonération jusqu'à l'épuisement du gisement en 2040, et cette valeur, ça va aller 83 milliards de dollars d'exonération, alors qu'on va gagner seulement 7 milliards. Et puis en même temps, on paye les jetons de présence de ceux qui sont allés censés négocier. 30 millions de dollars. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Chez nous, on ne discute qu'en termes de millions, si pas des milliards. Et ces milliards disparaissent parce qu'on dit, partageons d'abord, nous allons voir après, ou nous allons réfléchir après. Voilà ce qui se passe. Et donc, au lieu d'aller dans les sites vierges, les gens sont allés dans les sites qui appartenaient à la Gécamine. Ils ont signé des contrats que nous avons appelés léonins, c'est-à-dire les contrats qui étaient déséquilibrés dès le départ. Nous avons poussé le gouvernement à faire une révision des contrats en 2008. Ça n'a pas marché parce qu'ils étaient en même temps... Bon, bref, ça n'a pas marché. Alors nous avons pensé qu'avec cette alternance que nous avons souhaitée, parce qu'il y en a parmi nous qui ont fait la prison, moi j'étais à Cassapa pendant un temps, pour qu'il y ait alternance. Mais après l'alternance, le pouvoir en place n'a pas amené ces entreprises à la révision. Au contraire, c'est plus de la corruption, plus la nomination des gens qui n'ont aucune maîtrise dans les mines, qui malheureusement ne travaillent pas pour le pays. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays par rapport à... Donc nous avons des problèmes. Et ces problèmes-là, je crois, maintenant, il faut que la communauté nous aide à résoudre un certain nombre de problèmes, notamment ce qui concerne les mines particulièrement. Alors, vous avez dans les mines, par exemple, de la Gécamine a 18 partenariats. Ça, c'est le DG de la Gécamine qui a déclaré dans une réunion il y a peu. 18 partenariats Gécamine en production. La Gécamine a signé un rapport, plutôt un contrat avec ces entreprises. Vous nous donnez notre part de production, nous allons vendre nous-mêmes. Mais les DG disent sur 18, 2 seulement donnent, 16 ne donnent pas. Et les 2, c'est Sicomine et Tenke-Fungurume Mining. Les 16 autres ne donnent pas la Gécamine. Alors, quand les agents Gécamine, les directeurs vont à ces entreprises pour demander pourquoi vous ne donnez pas, ces Chinois-là disent non, nous traitons directement avec le gouvernement. C'est ce qu'on m'a demandé, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une structure parallèle qui prend toute la production Gécamine que les partenaires font dans les 16 entreprises et cette structure vend. Certainement pas pour le compte du pays, pour le compte des individus. Ce sont ces individus-là dont fait l'objet de la dénonciation ce jour. C'est-à-dire ceci, l'année dernière, nous avons fait 3 millions de tonnes cuivre. L'année d'avant, 2 800 000, donc les 2 années, on a fait 6 millions de tonnes cuivre en 2 ans. Et la Gécamine et ses partenaires, dans les 6 millions, ils ont à peu près 3 millions de tonnes. Donc la Gécamine, à elle seule, devait avoir plus ou moins 600 000 tonnes. Les 20% qu'elle a dans toutes ces entreprises-là, mais additionné, ça pouvait faire 300 millions, 600 millions de tonnes. Mais la Gécamine a quoi? Ils vont te dire, non, notre budget annuel, c'est 200 millions. Mais quand vous avez 600 000 tonnes pour 9 000 $ la tonne, vous voyez ce que ça fait? C'est des milliards de dollars. Mais au lieu d'entrer dans la caisse de la Gécamine, entre plutôt dans les poches des individus, avec lesquels ces entreprises traitent au lieu de traiter avec la Gécamine.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez à Kolwezi, la Gécamine, en fait, en son temps. La Gécamine, c'est l'entreprise, je crois, au monde, ici. Les minéraux du Katanga, c'est dans les 12% en naturel, de cuivre et cobalt. Et donc, quand nous travaillons avec les méthodes d'exploitation, de récupération, on en arrive à 2-3% qu'on met en nature. Et là, nous mettons dans des remblais, ce qui s'appelle des remblais de pauvres. En fait, ce que nous avons en RDC comme pauvres, c'est ce que les Chiliens ont comme riches. C'est-à-dire que nous avons des minéraux qui sont riches, alors quand on les traite, c'est qu'il y a qui restent pauvres à 2%, à 3%, on met ça dans les remblais. Ce sont des remblais, ce sont des grandes montagnes, les big hills, n'est-ce pas, qu'on a mis pour l'avenir. Mais maintenant, les gens qui viennent, ils prennent ces remblais-là. Ils vont à la Gécamine, non, moi je vais prendre le remblai B, je vais prendre le remblai A, je vais prendre le remblai C. Contrat avec la Gécamine. On ne paye pas la Gécamine parce que celui qui vient demander, il a des relations avec la famille. Il est dans la famille. Il prend le remblai, il va chercher son chinois, le chinois commence à travailler pour lui. Et quand on évalue tous ces remblais, pour ce qui est seulement de Kolwezi, on est à 400 milliards de dollars. 400 milliards, je ne dis pas que c'est des milliards que vous voyez, non. C'est-à-dire que dans chaque remblai, il y a une évaluation de son contenu que la Gécamine a. C'est dans la remblai B4, nous avons 90 millions de tonnes. C'est-à-dire dans les 90 millions de tonnes qui sont là, nous allons les traiter. Quand nous les traitons, avec la méthode que nous avons, avec le taux de récupération de 50-60%, nous allons avoir 50 000 tonnes de cuivre, de cathodes de cuivre. Alors quand on mélange tous ces Oyo Kieleng ya Congo.